Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver encore aujourd'hui sur ce webinaire orientation qui a donc lieu dans les locaux de l'entreprise Sofrapac. Alors je vous remercie en tout cas de nous rejoindre et de pouvoir avec nous découvrir un petit peu donc cette émission qui aura donc pour un petit peu thématique tout ce qui est transition écologique, comment l'industrie concilie finalement ses productions, ses process avec la préservation de l'environnement. Nous aurons le temps un petit peu de développer ce sujet. Je me présente également, donc je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à l'Institut Mines Télécom. Et donc ces webinaires orientation s'inscrivent dans la prolongation du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, qui est hébergé sur la plateforme France Université Numérique, donc FunMOOC, où vous pouvez donc voir et découvrir tout ce que l'industrie vous propose comme métier à travers un panel de 6 fonctions clés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire. Alors aujourd'hui pour cette émission, eh bien comme les fois dernières, eh bien nous aurons un panel d'invités qui vont se présenter à vous, qui vont également retracer un petit peu leur parcours pour vraiment partager leur expérience et également vous présenter leurs activités professionnelles, découvrir différents secteurs. Nous aurons également donc le plaisir de pouvoir accueillir notre conseillère orientation, donc Carole Aubers, qui interviendra juste avant le temps d'échange pour nous faire un petit focus sur les métiers de la transition écologique dans l'industrie. Un temps d'échange, comme je vous le disais, qui sera consacré à vos questions. Alors n'hésitez pas d'ores et déjà à pouvoir les poser. Et enfin, voilà, vous aurez matière à pouvoir aller au-delà, comme dit, sur le forum du MOOC Ose et métiers de l'industrie du futur. Pour le moment, place donc au direct et aux invités. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir accueillir Michel Attimon, qui est notre monsieur industrie, qui est ancien directeur général de la Fédération des industries mécaniques, riche d'expérience en tout cas, et à qui je laisse tout de suite la parole pour nous livrer déjà son premier regard avant d'introduire nos prochains invités. Merci beaucoup encore Michel. Merci Martine et bonjour à tous. Alors, rapidement, puisqu'il est de coutume de faire un petit aller-retour sur son parcours, le mien est très atypique en fait, comme seule l'industrie le permet, puisque j'ai commencé mon activité professionnelle avec un CAP de dessin industriel. Donc j'ai été dessinateur sur une planche à dessin avec un critérium, des tire-lignes. Ça fait des mots qui font un peu penser aux légumes oubliés aujourd'hui. Et j'ai terminé ma carrière comme directeur commercial et industriel du secteur énergie d'Alstom. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur le thème de l'environnement et l'industrie. Alors, rapidement, je me limiterai à quelques grandes lignes, puisque les applications pratiques seront détaillées par Sofrapac et notamment Guillaume. Je dirais simplement qu'en termes génériques, aujourd'hui, tout le monde s'accorde, tout le monde, c'est la communauté mondiale, à reconnaître que c'est les activités humaines et les activités industrielles qui sont à l'origine du changement climatique et de la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et deuxièmement, aujourd'hui, on ne parle de développement qu'au travers du développement durable, c'est-à-dire la préservation des ressources naturelles de notre planète. Au niveau Europe, je vais simplement signaler qu'il y a une politique industrielle européenne avec de nombreuses directives. J'en citerai une, qui est le Pacte vert, qui a comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc avec différentes étapes pour y parvenir. Au niveau français, l'empreinte environnementale de l'industrie n'est pas négligeable, puisque c'est un gros secteur, gros consommateur d'énergie, puisqu'il représente la fabrication, la construction, la chimie, la métallurgie. Mais en général, on dit que l'industrie représente 20% de la consommation d'énergie totale en France. Mais moi, j'ai un autre indicateur qui est de plus en plus important compte tenu du contexte actuel, c'est le coût de l'énergie. Aujourd'hui, il est compris entre 20 et va jusqu'à 60% des coûts de production. Le deuxième critère pour caractériser l'énergie, c'est les émissions de CO2. Alors, la France a une position un peu atypique aussi, grâce à la production nucléaire,
qui, en temps normal, représente entre 70 et 75% de l'énergie électrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et cette position fait qu'au niveau mondial, l'industrie représente à peu près 20% des émissions de CO2, alors qu'en France, elle ne représente que 12%. C'est vrai. Alors, si on brosse rapidement quelles sont les mesures à prendre et les perspectives, compte tenu de ce que je viens de dire, la première mesure, c'est réduire la consommation d'énergie. Alors, il faut savoir que déjà, depuis 20 ans, les entreprises ne sont pas restées sans rien faire. Elles ont déjà, pour certaines, divisé par 2, voire par 3, leur consommation d'électricité et d'eau. Mais il y a encore des progrès à faire. Et les progrès, c'est d'optimiser les moyens de production. Alors, compte tenu du prix de l'énergie actuellement, tout investissement dans l'orientation optimiser les moyens de production a un retour sur investissement assez rapide. On dit aujourd'hui que c'est l'ordre de 3 ans. Et malheureusement, je crois que les conditions actuelles de l'énergie vont rester au moins durables pour quelques temps. Pour poursuivre sur l'aspect énergie, je pense que si je retiens, vous nous avez demandé de délivrer 1 ou 2 messages, pas plus. Le premier message, je pense que c'est de s'orienter résolument vers l'industrie 4.0, l'industrie du futur, qui a déjà fait l'objet de différentes émissions. Mais c'est vraiment la mesure à prendre, puisque dans l'orientation industrie 4.0, il y a, parmi les mesures, l'optimisation des moyens de production. Et puis, je terminerai en conclusion en disant qu'aujourd'hui, la gestion de l'environnement fait partie de la bonne gestion des entreprises. Il y a la mise en place des indicateurs, notamment le RSE, responsabilité sociale des entreprises, qui fait partie des organes de gouvernance des entreprises. Donc aujourd'hui, toute entreprise qui conserve une bonne gestion prend en compte la dimension environnementale. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage, Michel. Et sans tarder, j'accueille Guillaume Rochman, qui est donc le PDG de Sofrapac, qui va nous expliquer aussi pourquoi nous sommes autant couverts, tous, aujourd'hui. Voilà. Donc, Guillaume, je te donne la parole et puis raconte-nous un petit peu ce qu'est Sofrapac. Bonjour, je suis Guillaume Rochman, donc je suis le fondateur dirigeant de la société Sofrapac. Et je dirais que je vais commencer, pour faire très court, par ma naissance. Non, je rigole. Je vais faire beaucoup plus court. J'ai eu une opportunité de la vie qui a fait que, à la fin de mes études d'école de commerce, j'ai eu l'opportunité de développer une nouvelle idée qui était particulièrement atypique à l'époque et qui l'est moins aujourd'hui, dans le sens où on a développé un nouveau système de produits écologiques pour remplacer des produits qui ne le sont pas, à savoir, à un moment particulier d'ailleurs, c'était en 2003, il me semble, sur le développement d'une nouvelle norme phytosanitaire qui s'appelle, avec un nom barbare, norme NIMP15, qui impose le traitement du bois à l'export. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que le bois, par nature, peut véhiculer des parasites, et donc des maladies, et donc des virus. Malheureusement, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui. Donc, cette opportunité m'a présenté une nouvelle solution qui a fait que l'idée, c'était tout simplement, je vais rentrer dans le concret, dans le dur, parce qu'on n'a pas non plus 3 heures, la fabrication de caisses palettes carton sur mesure qui remplace les caisses palettes en bois. C'est 4 fois plus léger. Donc, empreinte carbone, je vous laisse imaginer le résultat. C'est beaucoup plus pratique à utiliser. C'est aussi résistant, c'est cette barrière psychologique qu'il faut arrêter aujourd'hui. Ça peut supporter plus d'1,5 tonne à l'intérieur, à l'écrasement. La même chose en gerbage, on appelle ça dans le jargon industriel le gerbage. C'est pour empiler les caisses l'une sur l'autre et ça supporte 1,8 tonne dans ce sens-là. Et je finis là-dessus sur la présentation et les avantages du produit. C'est plus écologique dans le sens où c'est à base de carton recyclé. En plus. C'est plus léger, donc ça émet beaucoup moins d'émissions de CO2. Et c'est à base de carton issu de forêts protégées. Donc, je vous laisse imaginer tout le reste. Par rapport à tout ça, je me suis dit, on y va. Donc, je développe depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé bébé presque.
Je développe cette idée depuis 17 ans. Il y a eu une longue traversée du désert, parce que dans l'industrie, c'est pas simple, il faut le dire aussi. Bien sûr. On s'est développé lentement mais sûrement. On a commencé petit. On est toujours petit aujourd'hui, mais on est moins petit. On est 10 personnes, principalement des agents dans la production, de profil, je dirais, il n'y a pas de profil qui s'en dégage dans le sens où notre savoir-faire est particulier et donc on forme en interne, comme dans beaucoup de milieux dans l'industrie d'ailleurs. Et par rapport à tout ça, également, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver pour diriger tout ce qui est opérationnel et développement commercial. C'est Richard qui va parler juste après. On a une personne pour tout ce qui est administration des ventes, qu'on vient également d'internaliser parce que c'était externalisé avant. Donc voilà, petit à petit. Et puis aussi, petit à petit, on se développe commercialement aussi, parce que jusqu'à présent, j'étais le seul vendeur. J'avais beaucoup de casquettes. Et il faut le dire aussi, dans l'industrie, on en a plusieurs jusqu'au moment où on peut avoir qu'une seule casquette ou deux, et le reste, bah, c'est délégué, c'est managé par d'autres personnes, etc. Donc on se développe doucement. Et également, donc c'est ce que je voulais dire dans le milieu commercial, avec Léa, en l'occurrence, qui va parler également par la suite, pour tout ce qui est, je dirais, prospection commerciale, développement commercial. Donc, par rapport à tout ça, pourquoi produire en France? Parce qu'on peut se poser la question. C'est clair. Bah, question simple, réponse simple. Je vis en France. Je ne vois pas pourquoi j'irais déménager pour les produire ailleurs et pouvoir les développer mon idée ailleurs. Bon, ça c'est pour faire très court. Je vais essayer de développer un petit peu. Pourquoi en France? Et pourquoi en France? Pourquoi produire en France dans le développement durable? Déjà, c'est un concept qui m'est cher. Je suis tombé dedans par opportunité, mais j'adhérais aussi au concept, sinon je n'aurais pas pu y croire. Caisse en carton où on met une machine de 50 000 € et qui fait 600 kilos, on peut se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Je ne vais pas mettre ça dans une caisse en carton. Donc déjà, il faut y croire intérieurement. Avec les tests, on y croit un peu plus, c'est sûr. Mais bon, voilà, pour en revenir à pourquoi produire en France, pour une simple et bonne raison qu'il y a du savoir-faire. J'aime bien m'orienter, je sais que vous êtes tous là, mais j'aime bien m'orienter, je suis très humain, donc là, voilà, c'est pour ça que je bouge beaucoup. Et il y a du savoir-faire, il y a de la qualité, il faut la vendre. Pas plus tard qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je suis un peu perdu dans l'ordre chronologique, il y a eu ce qu'on a appelé le Covid. Ça a amené beaucoup de réflexions, on en parlait juste avant, et ce qui a fait que prise de conscience, développement de nouvelles idées en France. Et j'ai tenu non seulement à cette époque à survivre, et en même temps à développer la société. Et pour ça, il faut trouver des idées. Donc on a trouvé une autre idée, mais c'était une idée que j'avais en tête depuis un certain temps. Et résultat, par rapport à tout ça, je me suis dit, ok, entrepreneur français, fabrication en région parisienne, produits écologiques, export, recrutement, qui est-ce qui m'aide? Parce qu'il faut le dire aussi, dans l'industrie, on a tendance à être isolé aussi. Moins maintenant, je le vois, mais j'en suis témoin. Mais je l'étais, donc j'ai juste écrit à la ministre de l'Industrie. Je ne savais pas quoi faire, donc je l'ai fait ça. Et bouteille à la mer, qui est revenue. J'ai été reçu à Bercy et je voulais en témoigner ouvertement, parce que ça existe. Les entreprises ne sont pas isolées, ne le sont plus, avec le plan de relance qui arrivait. Et des recommandations, des mises en relation, des conseils sur tel ou tel appel à projet par rapport au projet que j'avais dans l'écologie. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que c'était très long, hein, mais j'aurais eu beaucoup plus court, j'ai essayé, parce que justement, ce projet voit le jour, ça a amené des investissements, ça a amené une machine qui fait 15 mètres de long, 3 mètres de large, et elle va être déménagée la semaine prochaine ici. C'est pour ça qu'on est là en train d'avoir très très froid, mais bon, c'est comme ça, et c'est pour la bonne cause, et puis voilà, donc produire en France, c'est bien et il faut continuer, et c'est que le début. Enfin, c'est que le début pour moi, parce qu'avant, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites, et il y en a plein qui sont faites aujourd'hui. C'est vrai. Faut aussi le dire, parce qu'on a tendance à dire, nous, en tant que Français, oh, ça va mal, c'est pas bien, mais en fait, il faut aussi souligner quand ça va.
Pardon ? Il faut aussi souligner quand ça va, justement. Exactement. Donc voilà, c'est ce message-là que je veux véhiculer aussi aux jeunes. C'est que c'est dur, il faut être résilient. Après, au bout de 18 ans, je commence à peine à me développer. Et puis, il y a énormément de choses à faire dans le milieu industriel. Il y a des domaines d'application complètement différents. Même au sein d'une société, c'est le cas. Il y a beaucoup de postes à pourvoir qui sont très, très, très divers. Et voilà. Et si tu avais un message, du coup, Guillaume, à ceux qui nous regardent, qui sont là, entrés bientôt dans les méandres de Parcoursup et qui sont effectivement confrontés à un choix, pourquoi l'industrie ? J'ai pas 2 heures pour répondre, donc je vais essayer de faire très court aussi. Mais ce message-là, il est là. C'est un message où c'est un milieu ouvert. Il ne faut pas se dire, bon, là c'est vide. Donc on a peut-être l'impression que c'est la vieille image de l'industrie, mais ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais non, ce message, c'est l'industrie peut apporter beaucoup de débouchés, et encore plus, dans le milieu durable, encore plus, on peut être amené à avoir ses propres idées, les développer au sein de différentes sociétés, et puis devenir entrepreneur, dans le milieu industriel, la preuve. Voilà, donc ce message, il est plutôt restez motivé et questionnez-vous sur qu'est-ce qu'on peut y faire, parce que c'est cool. Absolument, c'est un très bon message, Guillaume. Et du coup, pour compléter, on va inviter... Juste peut-être, Martine, juste un témoignage de Guillaume est très intéressant. Oui. Moi, ce que j'en retiens, c'est d'abord une idée, et ensuite croire en son idée. Mais tout à fait. Et la volonté de la mettre en œuvre. Et la bouteille à la mer à Bercy, ça marche. Bien sûr. Moi, je me souviens d'une expérience il y a 2-3 ans où, avec Bruno Grandjean, on avait décidé de construire une usine dans le Grand Palais. Oui, l'usine je ne vous dis pas le nombre de personnes qui nous ont dit « vous n'y arriverez jamais ». On est arrivé à construire une usine dans le Grand Palais. Oui. Et je crois que ce que vient de dire Guillaume, c'est ça le message. Mais complètement. Ayez une idée, allez au bout de vos idées et ayez la volonté de la mettre en œuvre. Et soyez fiers de l'industrie française. Tout à fait. Ça, c'est un message, je pense, qu'il faut continuer à donner. Tout à fait. Richard, si tu veux bien nous rejoindre pour compléter un petit peu cette aventure Sofrapac. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Richard Renaud et Guillaume m'a un petit peu spoilé en fait sur mes fonctions chez Sofrapac déjà. Donc, j'ai pris la responsabilité des opérations au mois de juin. Avant ça, j'ai une formation commerciale et marketing également. Et j'ai démarré ma carrière dans la grande distribution. Je suis passé par Carrefour, puis par la Fnac, où je me suis spécialisé dans les travaux photos, jusqu'au jour où je suis passé de l'autre côté du miroir, à savoir en production. J'ai rejoint un laboratoire photographique en tant que responsable de site. Et la mission, c'était de manager la transition du tout chimique, puisqu'à l'époque, tout se faisait avec des bains de chimie, etc., vers le tout numérique. Et en fait, là, c'était un véritable coup de foudre avec l'industrie et la production. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui chez Sofrapac à la responsabilité des opérations. Alors, un responsable des opérations, qu'est-ce que c'est ? C'est assez assimilable à un rôle de directeur général adjoint, dans le sens où on touche absolument à toutes les fonctions dans une entreprise. Ça va du RH, c'est-à-dire du recrutement, de la gestion des éléments de paye. Ça va à la production, bien sûr, donc organisation du workflow, mise en place des outils pour optimiser les process de production, la fonction achat également, parce que le sourcing est important, surtout quand on veut faire du 100% français. Là, ça devient un petit peu sportif, mais ça le fait très très bien. Et puis, bien sûr, le commercial, parce qu'on a beau fabriquer des super produits, il faut quand même les vendre. Et voilà, donc un responsable des opérations, c'est ça. Et du coup, dans cette activité, puisque tu viens d'un autre secteur, que tu découvres absolument, on va dire, depuis quelques temps maintenant, le secteur industriel, ta perception du coup de cet univers par rapport à celui que tu as connu précédemment? Alors, ce n'est pas tout à fait récent. J'ai un CV qui est un petit peu long. J'ai intégré l'industrie il y a au moins 20 ans. Okay. Et voilà, j'ai fait 10 ans dans la distribution, grosso modo, et une vingtaine d'années dans l'industrie. Donc maintenant, je suis passé par plein de secteurs différents, y compris le paramédical, la santé. Et ce que j'apprécie, en fait, et ce que j'apprécie aussi dans la santé et ce qu'on fait ici, c'est que ça fait du sens, en fait.
Quand on sort une belle prothèse d'un laboratoire de fabrication, là où j'étais auparavant, on sait que quelque part, très modestement à notre niveau, on va contribuer à améliorer le quotidien de la personne qui va la porter. Là, ici, avec Sofrapac, c'est un petit peu la même chose. À notre modeste niveau, on contribue quand même à verdir l'industrie et donc à réduire notre empreinte carbone. Ouais. Mais du coup, c'est pas compliqué en France de pouvoir avoir une activité qui repose sur un produit écologique, innovant, et le conduire là où vous voudrez conduire, parce que effectivement, ça sort un petit peu quand même des sentiers battus, même si la société est prête actuellement et qu'il y a une appétence particulière pour les jeunes pour ce secteur. Quelles sont peut-être encore les dernières contraintes ou les dernières difficultés que vous rencontrez ? Alors, en termes de sourcing, déjà, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, globalement, ça se passe bien. Au plus loin qu'on aille chercher nos produits, allez, on va dire qu'on est à 90% français. Le plus loin, ça reste en Europe, quoi qu'il arrive. En revanche, la difficulté majeure, à mon sens, et là, Guillaume l'a déjà un petit peu évoqué, c'est les changements d'état d'esprit. C'est-à-dire que là, on est clairement sur un produit innovant, et on est sur une éco-conception qui vise à remplacer un produit qui existe déjà. Exact. Pour arriver à convaincre nos clients potentiels que ça fonctionne, il faut qu'on ait vraiment strictement les mêmes caractéristiques d'usage. Ça, Guillaume, on a déjà parlé. Une palette comme celle qui est derrière nous, on peut la charger telle qu'elle est à 400 kg. Si on la customise un petit peu, on va pouvoir la charger à 1,5 tonne. Et ça, il faut arriver à communiquer là-dessus pour que les habitudes changent. C'est le plus compliqué. Les barrières finalement psychologiques. D'abord, on offre les mêmes caractéristiques d'usage, mais il y a un autre paramètre qui est quand même pas négligeable, c'est qu'on est environ 40% moins cher qu'une caisse palette en bois. Donc on coche au moins 2 cases importantes, caractéristiques d'usage et l'économie. Et en réduisant de 50%, bien sûr, l'empreinte carbone. Ce qui est encore moins négligeable. Tout à fait. Et du coup, Richard, si tu avais un message adressé un petit peu à nos jeunes et à leurs parents pour rejoindre l'industrie et ses métiers, et les métiers entre guillemets verts, ceux qui sont effectivement vers, on va dire, l'amélioration un petit peu de l'empreinte carbone industrielle et d'améliorer, parce qu'il y a toute une palette de nouveaux métiers qui existent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents ou à ces jeunes qui sont tentés, parce que c'est un peu dans leur état d'esprit? Si on est un peu poétique, je dirais que ça fait du sens en fait de travailler à l'amélioration des conditions de la planète. Maintenant, très concrètement, j'ai entendu il y a quelques instants qu'en termes de rémunération, les métiers de l'industrie sont 15 à 20% au-dessus des autres métiers. Tu confirmes ? Voilà. Donc déjà en termes de rémunération, mais surtout les champs sont tellement larges, il y a tellement de fonctions, que ce soit en ingénierie, mais les ingénieurs vont concevoir des machines, mais ces machines-là, à un moment donné, il va bien falloir faire de la maintenance dessus. Parce que c'est bien d'avoir une machine, c'est quand même mieux quand elle fonctionne et qu'elle fonctionne dans le temps. Ça, on va en parler un petit peu plus tard, je pense, sur la maintenance des machines. Et puis, il y a toutes les fonctions support, le marketing, l'administration des ventes, le commercial, les services généraux, ça existe encore un petit peu. Voilà, les champs sont très larges et en plus, il y a, pour ceux qui vraiment s'investissent un tout petit peu, des belles perspectives d'évolution. On a un beau témoin ici sur notre gauche. Voilà, donc allez-y sans hésiter. Super, merci beaucoup. Tu m'as déjà aménagé une superbe transition puisque tu as parlé des supports avec le service marketing. Donc, on va tout de suite accueillir Léa Lepinet-Lebillan pour nous livrer simplement son témoignage. Je peux me permettre juste avant, Martine, je crois que là, on a un deuxième message très fort qui a été délivré, c'est le sens de l'industrie. Aussi. Et le sens de l'industrie, ça peut aussi donner un sens à la vie tout court. On est 7 milliards d'habitants sur la planète, on sera à 10 milliards en 2050. Les 3 défis de l'humanité à cet horizon, c'est la démographie, la mobilité et l'environnement. Absolument. Et les réponses, elles seront données par l'industrie. Donc travailler dans l'industrie, c'est aussi donner un sens à sa vie. Exact. Léa. Alors bonjour à tous déjà. Léa. Et puis écoute, je te laisse te présenter et nous dire comment une femme se retrouve aussi dans l'industrie. Alors bonjour à tous. Pour revenir sur mon parcours, c'est vrai que l'industrie, ça n'a pas été un choix au début. Je m'y suis retrouvée parce qu'auparavant, j'ai eu des études notamment dans le retail et j'ai pu intégrer plusieurs entreprises qui avaient une facette écologique très importante. C'est dans ce contexte-là que j'ai découvert
que j'ai eu cette appétence à l'écologie et j'ai décidé de me tourner vers Sofrapac parce que c'est vrai que le concept est assez novateur et surtout nouveau. On a quand même des caisses palettes qui sont à la fois écologiques et qui peuvent remplacer déjà un produit qui existe. Et dans cette entreprise, j'occupe la fonction commerciale, donc toute la prospection client, le développement clientèle également et la fidélisation par la suite. Si j'aurais un message à vous adresser, ce serait de ne pas se limiter à vos recherches, puisque c'est vrai que l'industrie, ce n'est pas un secteur pour lequel je suis allée directement. J'ai découvert au fur et à mesure, il y a des savoir-faire qui s'apprennent, comme dans toutes, je pense, les types d'entreprises. Et puis, ça permet aussi d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Et il ne faut pas se fermer à une propre idée qu'on peut avoir. Et quoi d'autre ? Et y aller, foncer, essayer, voir ce qui nous plaît et surtout essayer de voir ce que ce secteur a à offrir, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités également dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Et il faut le rappeler, tu as raison, tout à fait. J'accueille à présent Christophe Pérez, qui représente l'entreprise Festo, une autre entreprise implantée dans le Val-de-Marne, voisine d'ailleurs de Bonneuil, à qui je laisse la parole pour se présenter et nous présenter Festo. Merci. Je m'appelle Christophe Pérez, donc je suis ingénieur application chez Festo France, rattaché aux produits digitaux. Donc mon parcours, comme beaucoup dans l'industrie, est particulièrement atypique. Et donc, pour faire court, j'ai commencé du côté marketing, puisque j'ai fait des études d'infographie à la base, qui n'avaient aucun lien particulier avec l'industrie. Et dans une voie dans laquelle je n'ai pas trouvé réellement de sens. Donc je m'étais retrouvé dans un domaine qui était très industriel en réalité. Plus haut ? Désolé. Pourtant, je m'entends bien. J'ai retrouvé un environnement qui était très industriel dans le sens qu'on l'entend habituellement. Et pour faire court, j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle dans laquelle je suis allé vers la programmation d'automates. Et donc, en tant qu'automaticien, j'ai intégré l'industrie. J'ai d'abord fait mes armes dans des sociétés qui faisaient de la maintenance industrielle. Je suis passé après par une société qui faisait de l'installation de systèmes photovoltaïques et éoliens, donc d'énergie renouvelable, dans laquelle j'ai retrouvé vraiment un sens plus intéressant. Et au bout de quelques années, Festo m'a proposé un poste qui avait comme orientation la gestion de produits qui avaient réellement un intérêt écologique, à savoir l'économie d'énergie et la maintenance prédictive. Et c'est aujourd'hui ce qui m'occupe majoritairement, dont j'accompagne mes clients dans la mise en œuvre de systèmes qui usent de digitalisation et d'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive et de l'économie d'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont un peu l'image façon Charlie Chaplin de l'industrie où on a des gros rouages, de la graisse partout. L'industrie est beaucoup plus sexy qu'il y a quelques années, elle le devient de plus en plus tous les ans. On voit une évolution constante et réellement alors je dirais pas qu'on va dans la science-fiction, mais on s'y approche quand même pas mal. Et aujourd'hui, je pense que ça soit des gens qui ont déjà une carrière qui est de l'avancée ou des étudiants, il ne faut pas hésiter à franchir le pas, ne serait-ce que d'ouvrir la porte pour regarder comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'on se fait une image de l'industrie qui est souvent très faussée, alors qu'on peut y trouver beaucoup de valeurs humaines, de valeurs écologiques et en plus des intérêts même sociaux, dans le sens où on commence de plus en plus à industrialiser un peu le reste du monde. Chez Festo, on a beaucoup de projets avec des partenariats avec les Festo en Afrique, par exemple. Et tout se développe très vite. On a beaucoup de valeurs et j'invite tout le monde à nous rejoindre. C'est un très beau monde. Merci beaucoup, Christophe, pour ton témoignage. Et on va tout de suite passer la parole à ta collègue, Cindy Burglen, de Festo également, qui va nous parler de son parcours et aussi du fait qu'elle est une femme dans l'industrie. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cindy Burglen. Je vais d'abord commencer par vous présenter mon parcours. Donc, après le bac, j'ai directement intégré une école d'ingénieur, donc Polytech Lille, et j'ai fait une prépa, donc intégrée dans cette école.
Donc, comment ça se passe les 2 premières années? C'est plutôt de l'apprentissage sur les thématiques scientifiques, hein. Ça donne vraiment une ouverture sur beaucoup de thèmes scientifiques. Il faut bien avoir un bagage pour aller plus loin. Puis à la suite donc, de ces 2 années de prépa intégrée, j'ai dû choisir donc, une spécialité dans le réseau d'écoles. Donc il en existe vraiment de très nombreuses. Il me semble une soixantaine. Donc ça laisse vraiment à chaque personne de trouver sa voie et le secteur dans lequel il a envie de travailler. Donc moi, pour ma part, j'ai intégré la spécialité instrumentation scientifique. Donc c'est un petit peu large comme ça. Mais le but, c'est donc d'être au quotidien en fait avec les instruments de mesure, de connaître différentes applications et voilà, de connaître les différentes applications technologies de ces instruments de mesure. Donc j'ai choisi cette spécialité parce que elle ouvrait aussi la porte vers les sciences humaines, marketing et commercial. Donc c'était bien que ce soit un diplôme d'ingénieur, ça offrait cette double compétence, à la fois technique et à la fois marketing et commercial. Donc l'école d'ingénieur, c'est vraiment une formation qui est très complète, pluridisciplinaire. Il ne faut pas voir ça du tout comme que de la technique. On fait beaucoup de projets, on travaille en équipe, on travaille sur des cas concrets aussi d'entreprises industrielles. Donc c'est aussi une bonne opportunité de mettre le pied dans l'industrie et de découvrir des applications et les problématiques industrielles. Donc voilà, on fait des projets concrets, on se met dans des situations d'entreprise où on est une petite équipe, on travaille avec ses collègues. Et bien qu'on soit en études, on passe aussi du bon temps tous ensemble. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Les années d'études, c'est des années qui sont gravées à jamais. Ça laisse vraiment d'extrêmement bons souvenirs. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce type d'école, des formations, des diplômes et des métiers auxquels ça prépare, hein, et surtout de l'expérience que vous allez vivre pendant ces années d'études. Donc voilà sur la petite partie sur mon parcours. Bien que je me suis pas arrêtée là parce qu'après mon école d'ingénieur, j'ai vraiment beaucoup aimé justement le commerce et le marketing. Donc j'ai fait un autre master spécialisé en marketing que j'ai fait en apprentissage. Donc j'étais vraiment quasiment à 100% à l'entreprise. Mais à la fin de cette année, ça m'a ajouté un diplôme en tout cas à mon parcours et que maintenant je peux mettre à profit pour l'entreprise Festo dans laquelle je travaille. Donc j'y viens à mon métier aujourd'hui. Donc j'ai un rôle de chef de projet chez Festo. Je travaille dans le service éducation de Festo et concrètement, donc j'accompagne des clients sur des projets. Donc vraiment d'une phase avant-vente. Je les accompagne sur la réflexion de quel est leur besoin, parce que des fois, on a une problématique, mais voilà, on ne sait pas exactement bien définir ce dont on a besoin. Donc, je commence par là. Je les accompagne pour rédiger des cahiers des charges. Et ensuite, moi, je cherche la solution qui va répondre justement à la problématique concrète de mon client. Donc, j'intègre des solutions Festo, mais pas que. Je travaille avec beaucoup de partenaires. Donc, je cherche aussi beaucoup d'entreprises avec lesquelles je vais pouvoir travailler et les solutions que je vais pouvoir intégrer dans mon offre finale. Et ensuite, je la propose à mon client et je suis toute la production de ce projet jusqu'à la réception finale du projet. Alors, tu as aussi parlé, Cindy, dans ton parcours qui est passé par la voie de l'apprentissage. Alors, quels seraient effectivement les avantages que tu donnerais effectivement à ceux de nos jeunes qui nous écoutent sur cette formation justement particulière qui est l'apprentissage et l'alternance? Oui, un des avantages, c'est que c'est extrêmement concret. Il n'y a pas mieux que d'être directement confronté à la réalité et d'être au plus proche des problématiques des entreprises dans lesquelles on travaille. C'est vraiment extrêmement formateur. C'est très enrichissant. Et puis aussi, un avantage non négligeable, c'est qu'on est déjà salarié d'une entreprise et qu'on est rémunéré pour le travail que l'on réalise, tout en apprenant en même temps et en ayant un diplôme à la fin de cette année ou 16 années d'apprentissage. Donc, je vous encourage vraiment à vous orienter vers cette voie-là, surtout qu'il y a de nombreux postes qui sont ouverts en apprentissage.
et ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc vraiment, donnez-vous les moyens de trouver une entreprise, de l'intégrer, de faire ce parcours par la voie de l'apprentissage. Merci Cindy, et je crois d'ailleurs que Léa peut tout à fait confirmer, puisque toi aussi, tu es passée ou tu es en contrat d'apprentissage. Exactement, je suis encore en contrat d'apprentissage en Master 1 à l'ESCE à Paris. Et j'ai intégré Sofrapac dans le cadre de mon Master 1 en ingénierie d'affaires aussi. Et ça a été l'occasion de découvrir le monde de l'industrie. Impeccable. Donc, c'est une voie de formation à découvrir et il y en a de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez de nombreux sites qui vous indiquent des voies qui sont effectivement éligibles à cette formation. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Michel, peut-être. Peut-être juste un autre témoignage un Oui. peu plus ancien, le mien. J'ai fait un raccourci tout à l'heure dans mon parcours. Et entre les deux, il y a beaucoup de formations continues et formations tout au long de la vie. Aussi. Donc, j'encourage aussi les jeunes à ne pas rester inactifs dans un poste. Il y a beaucoup d'évolutions, comme seule l'industrie peut le permettre. Oui, tout à fait, exact. Guillaume, tu voulais juste peut-être rajouter quelque chose avant qu'on passe à la séquence prochaine? Oui. Non, je voulais juste dire que l'industrie doit miser sur les jeunes. Mais complètement. Je le fais. C'est une formation de la vie quelque part aussi. Hein. Oui, pour le jeune, pour l'entreprise aussi, parce que c'est pédagogique, ça amène finalement un œil extérieur et jeune sur des sujets où on n'aurait pas forcément réfléchi comme ça. Et en tout cas, moi, je le fais depuis plusieurs années. Je suis content avec Léa. Donc, non, mais voilà, faut dire aussi que c'est des expériences humaines et c'est du win-win. C'est ça. Puis c'est de l'employabilité aussi en plus. Oui, parce pour que les personnes qui le font. Ça, et puis derrière, ça commence par un contrat d'apprentissage, et puis derrière, ça peut peut-être continuer sur autre chose. Oui, complètement. Mais c'est ce qu'on voit. Hein. De toute façon, statistiquement, c'est ce qu'on voit. Et en plus, les entreprises nous plébiscitent. Nous qui sommes effectivement un groupe d'écoles d'ingénieurs, nous sommes plébiscités systématiquement et depuis ces dernières années de plus en plus pour former beaucoup plus en apprentissage. Donc, c'est une voie effectivement qui est très finalement pertinente et intéressante pour tous les jeunes. Alors, il est juste temps de passer à notre séquence et notre focus orientation. Donc là, je vais juste voir si Carole Auberze est connectée, notre psychologue de l'éducation nationale. Est-ce que Carole, vous m'entendez? Oui, je vous vois déjà. Et je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. On vous voit et on vous entend. Et vous pouvez nous renseigner, Carole. Mais donc, j'ai suivi avec attention tout ce qui s'est dit. C'est très intéressant. Et je vais pouvoir faire des liens avec ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, déjà, me présenter rapidement. Je suis, comme l'a dit Martine, psychologue de l'éducation nationale spécialisée dans l'orientation. J'ai travaillé sur le terrain, donc ça veut dire en centre d'information et d'orientation, CIO, et suis intervenue dans des collèges, des lycées. J'ai travaillé aussi au rectorat de Reims, où je suis avec mon étiquette ONICEP, mais basée physiquement à Reims, et donc au rectorat où j'ai pu suivre Parcoursup et ses méandres, comme vous avez dit. Donc aujourd'hui à l'ONICEP, je suis responsable d'accompagnement pédagogique et donc je forme et outille les enseignants pour les aider à accompagner leurs élèves à l'orientation. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter les grandes lignes de tout ce qui a trait à ce qui a été évoqué. J'ai fait un focus sur le secteur du carton, mais j'ai élargi. Et puis, a été évoquée la modalité de l'apprentissage. Donc, rappelez quand même que ce sont les mêmes diplômes qui sont simplement préparés de deux façons différentes, soit en formation initiale, soit par apprentissage. Et dans le chat, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer la formation continue, qui est aussi dans le secteur de l'industrie très importante et qu'on peut faire valider notamment en passant des certificats de qualification professionnelle, etc. Donc, la première slide vous fait apparaître des documents de l'ONICEP. Je vous renvoie aussi sur le site. Là, j'ai fait des focus sur les documents numériques et papier qui existent. Donc, le premier
document Les métiers industrie des papiers cartons, qui fait partie de cette collection Zoom, hein, qui présente l'avantage d'interviewer en profondeur des professionnels et de voir leur parcours. Donc, la deuxième slide vous présente le panorama, donc là qui est masqué, vous aurez accès à tout le panorama de toutes les formations possibles dans ce secteur, qui va du CAP jusqu'au Bac+5, donc en passant par des CAP Bac Pro, des diplômes évidemment très spécialisés qui peuvent toucher au pilotage, mais aussi à la réalisation des produits imprimés, au marketing, au graphisme, etc., en passant par la logistique. On l'a vu aussi des aspects commerciaux. Et puis, après le bac, des voies plus spécifiques liées au packaging, l'emballage et le conditionnement. Donc là, on est vraiment de plus en plus précis, des BTS aussi. Donc, on est sur du Bac+2, Bac+3, après le bac. Évidemment, on a pu passer avant ça par un bac général ou un bac technologique. On ne l'a pas forcément à l'esprit, la voie technologique, et notamment le bac STI 2D, sciences et technologies de l'ingénierie et du développement durable. Et puis, nous avons comme ça jusqu'à Bac+5, donc des licences professionnelles en 1 an à l'issue d'un Bac+2, voire du bachelor, but, et puis des masters, notamment celui de l'École supérieure européenne de packaging, qui est une référence, et 3 écoles d'ingénieurs spécifiques au secteur. Donc, a été aussi évoqué les écoles d'ingénieurs. C'est vrai qu'il y en a une multitude, et je vous ai donc indiqué le guide des écoles d'ingénieurs, qui est vraiment la Bible pour les élèves et les étudiants s'y retrouver. Il y en a, comme on l'a vu, accessibles juste après le bac, à Bac+2, à Bac+3. Et donc, dans ce guide, vous trouverez aussi les spécialisations des écoles. Elles peuvent être généralistes, elles peuvent être spécialisées tout de suite. Bref, on vous donne tous les éléments pour vous y retrouver. La diapo suivante. Donc, le focus sur des aspects qui nous concernent particulièrement aujourd'hui et qui sont effectivement très présents dans ce secteur. Donc, une industrie qui innove, tout ça, ça a été évoqué par le biais de nouveaux matériaux, mais aussi de nouveaux usages. Ça, c'est un peu moi-même la surprise que j'ai eue en vous écoutant, et c'est passionnant. Et un secteur évidemment éco-responsable qui se développe, ces 2 aspects, hein, aspects environnementaux, aspects innovation, on les retrouve dans d'autres secteurs attenants. Donc la diapo suivante, voilà, fait un petit zoom, toujours dans la même collection, hein, sur le textile, où on va retrouver aussi l'emballage, les aspects logistiques, et donc avec aussi une part recherche et développement très importante qui peut être développée. On va aussi le retrouver, diapo suivante. Voilà, donc là, je vous ai mis, avant de passer au secteur de la chimie, je vous ai mis une capture d'écran qui montre le parcours, et ça aussi, ça a été dit plusieurs fois au cours de vos interventions, un parcours que nous, on va dire qualifier de non linéaire, parce qu'à force d'être atypiques, ils le sont de moins en moins atypiques, surtout dans ce secteur, et on voit effectivement des témoignages très, très intéressants de jeunes qui ont d'abord commencé des études par la voie pro, voire un CAP raccroché ensuite. Donc voilà, on a comme ça visuellement des exemples de parcours. Et donc la diapo suivante, où on retrouve le témoignage d'un jeune qui a eu un parcours comme ça non linéaire, qui a repris ses études, et puis à la fois le côté innovation et à la fois le côté écologie. Donc ça fait une bonne synthèse, cette diapo, cette fois-ci sur les métiers de l'industrie de la chimie. Et pour conclure, voilà, vous rappelez ou vous précisez, ou vous apprendre que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé fin octobre
que la généralisation de l'enseignement des enjeux de la transition écologique et du développement durable doit se faire dans l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur. Donc, c'est tout à fait en transversal qu'on doit aborder cette question. On est bien au-delà des filières spécifiquement dédiées au secteur de l'environnement, à la gestion des ressources, des déchets, etc. Et on doit infuser, et évidemment, ça concorde avec une très forte demande des étudiants et étudiantes d'aujourd'hui qui expriment de plus en plus vouloir être utiles et donner un sens à leur travail futur. Et j'ai terminé. Et je vous remercie beaucoup, Carole. Et effectivement, comme j'étais en même temps avec un œil sur le chat, je voyais passer une question qui nous demandait si on notait en tout cas une appétence beaucoup plus importante actuellement des jeunes vers ces métiers dits verts. Et vous confirmez effectivement cela par le fait d'avoir développé tout un ensemble de contenus et de ressources sur l'ONICEP qui sont en direction des jeunes et qui développent vraiment toutes les possibilités offertes par les différents secteurs de l'industrie sur la question de la transition écologique. Et comme vous l'avez justement bien dit, Carole, ce sont des compétences absolument transverses qu'on retrouve dans tous les secteurs industriels. Ça part effectivement de tout ce qui est éco-conception jusqu'à la prise en charge des rebuts, des déchets, du recyclage. Donc on voit qu'effectivement, il n'y a plus aucun secteur maintenant qui est vraiment, on va dire, sans préoccupation liée à la préservation de l'environnement. Donc j'invite effectivement tous ceux et celles qui sont vraiment, qui ont un goût particulier pour ces métiers, qui recherchent en tout cas dans leurs futures activités ce type d'action, eh bien renseignez-vous, ça existe. Et ça existe dans tous les secteurs industriels. Alors, il est 47, donc dans 3 minutes, normalement, Sandrine, je dois te rendre l'antenne. Donc, je voulais quand même laisser poser une question à un enseignant qui est parmi nous. Donc, Monsieur Jean-François Navarro, approchez-vous, puisque Monsieur Navarro est donc enseignant au lycée Édouard Branly à Créteil. Si vous aviez juste une rapide question ou bien simplement présenter vos filières qui sont en lien également avec les activités développées par Sofrapac. Alors, en termes de filière, en début de carrière, en fait, avant d'aller vers la carrière d'ingénieur, on va dire, il y a toujours ces formations en filière professionnelle, notamment au sein de nos lycées, puisque dans notre lycée, on a la formation microtechnique, MELEC, qui est les métiers d'électricité et des équipements connectés, et notre formation qui est la MSPC, donc qui est de la maintenance des systèmes de production connectés, qui est en lien direct justement avec les machines de production, puisque logiquement, ces machines de production, il ne faut pas qu'elles tombent en panne. Donc en termes d'action de maintenance, on est vers un changement de notre métier qui est plus tourné vers en fait, les nouvelles technologies, l'industrie 4.0, et notamment tout ce qui est télémaintenance, puisque maintenant, on doit pouvoir dépanner une machine à distance. Donc en termes de formation, notre lycée intègre aussi le BTS et intègre aussi la voie d'apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'il y a un changement de la voie professionnelle, la formation professionnelle, puisque maintenant les élèves, à partir de la première et de la terminale, peuvent faire de l'alternance et peuvent poursuivre aussi en BTS, c'est-à-dire Bac+2, voire en licence. Mais ça n'est plus dans notre établissement. Donc voilà. Donc en termes de départ, voilà, c'est le point de départ, il est dans les lycées pro. En fait. Très bien. Écoute, on a juste quelques secondes pour conclure. Donc je voulais tous vous remercier pour votre présence et pour avoir tenu les 50 minutes dans une température un peu revigorante. Je vous remercie tous et toutes qui nous avez suivis. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ONICEP pour prendre plus d'informations, pour compléter et pour rebondir aussi sur l'aspect maintenance qu'a évoqué M. Navarro. Reportez-vous également au replay du mois dernier qui a été consacré au métier de la maintenance. Donc voilà, je vous remercie. Et puis au nom de chacun et chacune d'entre nous, on vous souhaite en tout cas
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et suivez-nous dès la rentrée puisque nous avons encore 3 autres rendez-vous jusqu'au mois de mars avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.